Bien. Donc la promesse client dans un contexte omnicanal, il serait vain pour moi de faire une introduction après l'exposé de Laurent Venot. Donc nous allons aller tout de suite dans le vif du sujet en vous posant tout de même une question identique à chacun d'entre vous pour commencer. La promesse client, c'est quoi? Et je voudrais qu'on commence par Sylvain Bosset, puisque vous êtes directeur logistique grand public de Schneider Electric. C'était une fonction, une partie de l'entreprise qui n'existait pas il y a à peine 4 ans. Et ce serait intéressant que vous commenciez par nous raconter pourquoi Schneider Electric en est venu là, et donc comment est-ce que vous assumez cette nouvelle, entre guillemets, promesse client. Tout d'abord, pour remettre les choses à leur place, il y avait une petite partie effectivement grand public, mais suite au contexte et ce qui a été dit notamment en préambule ce matin avec le consommateur, ce contexte omnicanal et puis cette partie de simplexité que j'ai bien apprécié. En fait, il a été décidé d'adapter une structure flexible, une sorte de labo, comme je l'appelle, pour aller développer notre réponse aux clients et tenir nos engagements à travers, d'une part, une structure flexible, qu'elle soit au niveau de notre outil logistique ou de notre capacité à faire de l'exclusivité, générer de la promotion pour nos clients, et puis que ce soit au niveau informatique avec la maîtrise de l'information, toujours être capable de donner aux clients la traçabilité de ses commandes. Et puis enfin, dans l'approche d'essayer d'ordonner un peu comment dirais-je, d'émotion dans les échanges en allant libérer le distributeur de tout le support logistique pour proposer d'autres solutions et l'aider en ce sens dans un système collaboratif. Merci. Même question pour vous, Olivier Toll. La promesse client, c'est quoi? Donc Fnac Darty, on est dans le brun et le blanc, mais pas seulement, avec tout ce qui est venu avec le Darty, avec la Fnac, donc avec les livres et la musique. Promesse client, pour vous, c'est quoi? Si on veut schématiser, il y a trois grandes dimensions, et je crois qu'on les a couvertes largement dans les différentes présentations. Il y a d'abord le choix, c'est-à-dire combien de références, combien de produits sont disponibles. Et là où on passait il y a 10 ans ou 15 ans, la référence était l'assortiment du magasin le plus grand. Maintenant, la référence, c'est ce qu'il y a sur le net. Donc c'est immense, c'est des millions de références. Donc première dimension, quel est le choix que l'on offre, en particulier en ligne, ou même le vendeur qui utilise son système d'information et qui peut vous offrir des produits qui ne sont pas en stock, mais qui sont ailleurs dans la supply chain du distributeur. Donc le choix. 2, la vitesse. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Si on prend les produits techniques, qui est une de nos catégories principales et qui est commune à Fnac et Darty, 2014, en gros, le J ou le J+1, ça représentait 30% des commandes sur le web. Aujourd'hui, c'est 70%. Donc la vitesse, on est engagé dans une course, et la vitesse est essentielle. Et puis la troisième dimension, c'est le service. On parle beaucoup de livraison, d'options de livraison, de mode de livraison. Pour le consommateur, ça fait une vraie différence. Si vous amenez sa machine à laver, que vous l'installez, vous la mettez en service, que vous reprenez l'ancienne, ou si vous simplement lui laissez devant chez lui la machine à laver et que vous le laissez la monter au 5e étage sans ascenseur. Donc voilà, l'expérience client, c'est un peu la combinaison de ces trois choses-là. Et puis c'est le fait que c'est pas figé dans le temps et ça bouge sans arrêt. Le fait de passer de 30% J+1 il y a 4 ans à 70% aujourd'hui, évidemment, une formidable illustration de cette évolution de la promesse client. Laurent Blim, alors vous, on est dans un secteur totalement différent, qui est donc la pharmacie, avec Sanofi, et évidemment une promesse client qui est d'une nature un peu différente, et j'aimerais que vous nous l'expliquiez. Alors oui, elle est différente d'abord parce que la promesse client dans la pharmacie, c'est avant tout une promesse patient. Donc en gros, la promesse client dans notre métier, c'est avant tout garantir que quoi qu'il arrive, tous les jours, que ce soit le lundi, le samedi, le dimanche, il faut que les patients puissent avoir accès à leur traitement. Donc je le rappelle, dans notre industrie, pratiquement 10% des produits que nous commercialisons sont des produits qui non seulement contribuent à la santé de nos patients, mais parfois même à la continuité de la vie des patients.
Donc la promesse client, c'est avant tout, pour nous, une promesse patient et de construire une supply chain qui soit capable de ne jamais s'arrêter et, quoi qu'il arrive, de déployer nos produits jusqu'aux patients. Donc ça prend, bien entendu, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais des formes qui peuvent être extraordinairement variées. Alors après, on a aussi des clients. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une industrie où, pour l'instant, on ne va pas encore délivrer la boîte de médicaments directement chez le patient. Donc nous avons aussi des clients. Et ce que j'ai remarqué en termes de promesses clients, c'est que finalement, ça n'est pas tellement l'entreprise qui fait une promesse au client, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée sur le marché de tous nos acteurs disruptifs dont on a largement parlé ce matin, en fait, de facto, l'expérience logistique que nos clients en tant que citoyens ont aujourd'hui avec des acteurs comme Amazon, etc., ça devient de facto, quel que soit notre secteur, quelle que soit notre volonté, ça devient de facto la norme du marché. Vous constatez exactement ça chez Schneider Electric, hein? C'est clair, évidemment. Oui. À travers tout ce qui a été dit ce matin, déjà, on l'a passé, on en retrouve exactement. Puis je pense que ça a été bien résumé dans ces deux notions de consommateur et de simplicité, s'adapter et répondre en tenant nos engagements surtout. Et puis c'est le B2C qui dicte le rythme au B2B. On peut voir aussi la tendance à ce B2C qui va impacter directement maintenant le B2B, clairement. Jean-Charles Deconinck, alors vous êtes dans un métier encore différent, hein, puisque vous êtes dans les logiciels. Moi, je ne connaissais pas votre entreprise jusqu'à il y a très peu. Je pense que pratiquement tout le monde dans la salle doit la connaître. Vous faites donc des logiciels de gestion de supply chain. Et je voudrais avoir votre regard, vous, à partir de tout ce que vous demandent vos clients, sur leurs promesses clients. Pas la vôtre, mais la leur. En fait, je dis souvent que la mission de mon entreprise, nous délivrons des services applicatifs pour la supply chain sur une plateforme qui est déployée dans 60 pays aujourd'hui. Notre métier, c'est de tenir la promesse de nos clients à leurs clients. C'est ça mon métier, c'est notre métier, notre mission de tous les jours. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que la supply chain, c'est avant tout, avant d'être des produits, c'est de l'information. C'est du traitement de l'information de plus en plus rapide en temps réel. C'est une chaîne en continu. C'est donc non plus de la conception par silo, par domaine qu'on appelait produit préalablement, mais à travers uniquement des processus transversaux qui traînent les trois grands domaines de la supply chain, qui sont tout d'abord le traitement de l'information et de l'ensemble des échanges qu'il peut y avoir entre tous les acteurs de la chaîne de valeur. Le deuxième, c'est l'exécution physique, parce qu'il faut encore bouger les produits, il y en a beaucoup, et de plus en plus. Et la troisième chose, c'est de piloter la totalité, c'est-à-dire d'avoir une visibilité en continu de l'information pour pouvoir synchroniser, activer l'ensemble des acteurs, traiter les aléas, parce que tenir la promesse, c'est traiter aussi tous les aléas. Et on est de plus en plus, et mes collègues vous le diront aussi, je pense, on est de plus en plus dans une supply chain qui n'est plus une supply chain qui a été basée préalablement à travers des flux stockés, mais bien sur des flux proprement dits, qui sont des flux aujourd'hui orientés uniquement sur la commande. Donc ça veut dire pour repenser les choses complètement différemment en termes d'organisation, en termes de système d'information, en temps de traitement d'information. C'est quelque chose qui est fondamentalement différent, et pour les acteurs du système d'information, de la supply chain en tout cas, ça a été une révolution importante, y compris dans la conception même de ce qui doit être aujourd'hui le support à l'exécution et aux flux commerçants ou aux flux d'approvisionnement. Ça veut dire aussi une logique de fonctionnement très différente, collaboration, partenariat. La collaboration est essentielle. On ne peut plus aujourd'hui travailler comme on travaillait hier dans un modèle où on avait des fournisseurs. Et on est obligés tous de travailler ensemble dans un mode de collaboration pour pouvoir alimenter en continu l'ensemble des acteurs de la supply. Qu'on soit donneur d'ordre, qu'on soit opérateur, qu'on soit prestataire, qu'on soit client, il nous faut interagir constamment avec l'information. J'avais un créneau de livraison entre 11h et midi. Je ne peux, moi, en tant que client, ne plus être disponible. Je dois moi-même, en tant que client, pouvoir réagir pour recadencer éventuellement ma disponibilité par rapport à la commande que j'ai pu passer et au créneau qu'on m'avait proposé. Donc, on est tous aujourd'hui acteurs de la supply chain. L'ensemble
l'ensemble de cette chaîne de valeur est acteur. Et c'est ça qui est fondamentalement différent aujourd'hui en termes de conception d'organisation, mais aussi en termes d'organisation de système d'information, parce qu'on n'est plus dans une vision de silo, une vision d'exécution, mais successive, mais bien dans une traçabilité complète et une visibilité complète de cette information qui nous permet de gérer cette chose-là. Le dernier point, c'est que le produit n'est plus uniquement physique. Le produit est un composite de physique et de logique, de physique et d'information, et que délivrer un produit aujourd'hui, c'est délivrer non seulement un produit physique, mais aussi de l'information qui va nous permettre de l'installer, de le faire vivre, de pouvoir le faire réparer, etc., d'avoir une traçabilité complète dans certains domaines de l'industrie en particulier où les risques sont importants, l'aéronautique et autres. Quand on déploie un produit, ce produit arrive, ce composant arrive avec un tas d'informations permettant véritablement d'avoir une traçabilité complète de ces pièces de rupture, par exemple. Laurent Venot traduisait bien cette exigence par la notion d'expérience, évidemment, où on a à la fois le produit, mais tout ce qui va avec. Laurent, face à cette Olivier, pardon. Face à cette mutation, cette transformation profonde des exigences du client et donc des promesses que vous devez leur faire, qu'est-ce que vous mettez comme moyens nouveaux en place? Comment est-ce que vous organisez pour tenir ces nouvelles promesses? En fait, je crois qu'il y a deux idées. Il y a ça se demande de mobiliser un peu les ressources qu'on a de façon différente. Nous, on est historiquement des distributeurs. Donc on a notre force, c'est notre réseau de magasins. Et donc, il faut être capable de mettre ces magasins, ce personnel en magasin, les stocks qui sont de fait à travers le territoire, aussi au service des consommateurs. Donc la première étape, si vous voulez, de notre transformation, ça a été vraiment de passer dans un modèle omnicanal et donc d'organiser différemment, quelque part, des ressources qu'on avait déjà. Et puis après, il faut faire un certain nombre d'investissements très importants, en particulier dans l'informatique, de manière à pouvoir donner cette information et cette interactivité aux consommateurs. Et puis enfin, ça nécessite des grosses transformations opérationnelles à tous les niveaux. Dans vos entrepôts, vous allez travailler de plus en plus en flux tendu. Vous allez travailler 24 heures sur 24, vous allez travailler 7 jours sur 7. Vous allez avoir des logisticiens qui avaient, on va dire, un peu le temps devant eux il y a quelques années. Maintenant, ils doivent travailler comme des expressistes et des cut-offs successifs qui s'enchaînent dans la journée pour tenir les différents départs des transporteurs. Et puis en magasin aussi, il y a une adaptation parce qu'en magasin, l'omnicanal génère des comportements très différents. Les gens viennent retirer des colis. Alors ils viennent tous en plus, soit à l'heure du déjeuner, soit en sortant du bureau. Et puis il y a certains samedis ou certains vendredis des périodes avant Noël où on a un nombre de retraits colis qui est absolument colossal et qui nécessite de mettre en place des organisations logistiques au sein même de certains magasins qui sont ces fameux pics et la volatilité dont on a beaucoup parlé ce matin. Donc pour répondre à votre question, il faut jouer au maximum avec ces atouts existants. Il faut faire des gros investissements, en particulier dans l'informatique. Et puis adapter sans arrêt ces modes opérationnels dans les entrepôts, au niveau du transport et puis également dans les magasins. Alors il y a un atout que vous aviez qui est un vrai savoir-faire, qui est tout ce qui concerne l'installation, la maintenance. Jean-Charles en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous appuyez? Bien sûr, parce que alors ça, je pense que vous faites référence en particulier à Darty, dont l'ADN depuis 60 ans est autour du SAV, du contrat de confiance. Et donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel, dont on fait maintenant bénéficier Fnac, puisque aujourd'hui, si vous achetez une télévision chez Fnac, vous allez bénéficier aussi du service Darty, et puis dont on a aussi vocation à l'offrir plus largement dans notre écosystème de partenaires. Ça, c'est un des axes de notre plan stratégique à venir. Et donc, cet atout-là, dont vous parlez, de livraison de SAV, effectivement, on essaye de le renforcer, d'en faire un axe de différenciation encore plus fort. Là, vous voyez, pour illustrer ça, c'est la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde, ça génère pas mal d'achats de télé. On espère que l'équipe de France ira le plus loin possible. Et donc pour la Coupe du Monde, on est en train de généraliser la livraison à J+1. Alors la livraison à J+1, ça fait très longtemps que
que Darty en fait. Il fait même du J0 à Paris, à Lyon, à Marseille, etc. Mais là, ce qu'on fait dans le cadre de cette Coupe du Monde, c'est qu'on généralise le J+1 sur 80% du territoire français. Et donc, vous pouvez commander sur l'intégralité du stock de Darty, être livré à J+1 dans 80% du territoire. Donc ça, c'est absolument imbattable. Et en plus, vous aurez l'installation, la mise en service, la reprise de l'ancien appareil gratuitement. Donc, pour répondre à votre question, voilà, c'est un axe de différenciation majeur. Il y a la transparence de tout, il y a beaucoup de choses qui courent sur Internet. Nous, on essaye de se différencier absolument par le service et par l'expérience client. Même question, Sylvain. Quels outils vous mettez en place pour mieux tenir ces nouvelles promesses ? Ça passe par l'écoute d'abord du client. Donc, dans notre domaine, savoir ce qu'il souhaite évidemment. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est d'organiser notre entrepôt pour répondre à plus de détails. La parcellisation dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment de s'adapter aux petites quantités. Fini les énormes volumes qu'on pouvait connaître, des tailles de lots, de palettes, etc. L'autre partie, pour répondre à nos clients, la maîtrise de l'information. Construire sur de l'échange de données informatisées, collecter dans un système collaboratif toutes les données de nos transporteurs, de nos clients eux-mêmes et également de tous nos autres partenaires pour pouvoir communiquer en temps réel l'état d'avancement d'une commande, majoritairement. Et puis le dernier point, c'est se structurer pour toujours faire face à cette parcellisation au niveau industriel, pour garder un cœur de Schneider qui est la fabrication de matériel électrique, pour faire simple, et autour, développer l'adaptabilité de nos produits en fonction des besoins clients. Et vous assumez pour vos clients de la distribution les contraintes de l'omnicanal. Exactement. Donc on va aller chercher à aller livrer le client final à domicile pour libérer notre distributeur de cette contrainte-là et lui permettre de se focaliser sur sa création de valeur à lui. Laurent, vous, votre promesse client, elle est d'une certaine manière assez... elle a peut-être moins changé que celle de vos confrères ? Alors oui et non. Alors ce qui n'a pas changé, c'est que la pharmacie, elle est depuis très longtemps multi-channel. Donc ça veut dire qu'une entreprise pharmaceutique, depuis des années, elle va à la fois chez le grossiste répartiteur, mais aussi elle va directement à la pharmacie et elle va directement à l'hôpital aussi. Donc il y a une culture de multi-channel dans la supply chain de l'industrie pharmaceutique depuis très longtemps. Et ça n'a pas énormément changé, si ce n'est que les contraintes sont celles de l'environnement que vous avez, on en a parlé assez largement ce matin. Les contraintes changent et les opportunités mises à disposition par les outils de digitalisation et également les expériences logistiques données par les acteurs disruptifs ont changé ce paysage traditionnel. Ce qu'en revanche, on a juste devant nous, c'est un changement massif. C'est-à-dire qu'on voit que les contraintes aujourd'hui des systèmes de santé vont créer le besoin d'aller chez le patient de plus en plus à la maison. Et pas uniquement pour lui livrer du produit, mais pour orchestrer à la maison l'offre de soins qui permet au patient d'avoir son produit, mais aussi les meilleures conditions possibles pour adhérer à son traitement, c'est-à-dire éventuellement des applications, des smart devices avec de l'IoT associé, etc. Donc en fait, la supply chain de la pharmacie est à l'aube d'une révolution massive. Alors on le voit, moi je le vois très nettement dans mes équipes au UK. Je pense que pour la France... Il faut préciser que la France est dans une situation particulière puisque la réglementation interdit pour l'instant la livraison. Oui, et ce que vous nous racontez, c'est exactement l'inverse. Alors la réglementation aujourd'hui est effectivement restrictive, d'accord. Mais je crois qu'aujourd'hui... Pour d'excellentes raisons passées. Absolument, pour d'excellentes raisons. Mais cette réglementation évoluera parce qu'il y a encore une fois un besoin et une demande. Il y a un besoin d'avoir plus de simplicité et plus d'efficacité à domicile. Et puis aussi, il y a un besoin, on l'a vu récemment, vous êtes comme moi, vous avez lu les débats, il y a aussi le besoin d'alléger une certaine pression
sur le système de santé. Alors, ça prendra du temps, parce qu'on est dans une industrie qui, comme vous l'avez dit, pour de bonnes raisons, a une régulation qui l'encadre, et c'est très bien comme ça. Mais on parlait tout à l'heure, c'était Vincent de L'Oréal qui disait c'est le bon moment pour faire de la supply chain. Et ma conviction, c'est que c'est encore le meilleur moment pour faire de la supply chain dans l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que si on a des jeunes talents aujourd'hui qui disent j'ai envie de transformer une industrie, je crois que ça peut être le bon moment pour le faire. Évidemment, c'est tôt pour en parler, mais vous allez le faire comment? Est-ce que vous allez le faire avec des partenaires? Est-ce que vous allez développer ça? Pour reprendre un des débats qui animait la matinée, filialisation, partenariat? Alors là aussi, tout à l'heure on a parlé de supply chain collaborative. Je ne pense pas qu'il y ait un acteur qui soit aujourd'hui capable de rassembler l'ensemble des skills, pour parler en mauvais français, qui soient nécessaires pour faire cette orchestration de l'offre de soins jusque chez le patient. Alors, savoir quelle sera la place aujourd'hui de chacun des acteurs est difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est que cette orchestration se fera à plusieurs et nécessitera d'importer dans l'industrie pharmaceutique des pratiques de logistique collaborative que j'ai vues à l'œuvre quand j'étais chez Danone, quand j'étais chez Procter, etc., où on travaillait de façon extrêmement proche avec l'ensemble de la chaîne logistique pour que, j'allais dire, notre visibilité à tous aille jusqu'à ce qui se passe au domicile du patient. Donc pour répondre de façon claire à votre question, ça se fera avec des partenariats et tout le monde est excité à l'idée de mettre en place ces partenariats-là parce qu'on en voit le bénéfice pour le patient et pour le système de santé. Donc on voit dans ce que vous décrivez, dans cette évolution à venir, qu'il y aura donc du produit, mais aussi de l'information. Vous parlez des devices qui permettront d'améliorer l'observance des traitements médicaux, qui est un problème absolument majeur. Jean-Charles, vous avez déjà parlé de cette information. Quels sont les vecteurs qui permettront de progresser le plus selon vous? Le premier vecteur de l'information, c'est qu'elle soit disponible pour tous. Et ce qui est important, c'est qu'une chaîne, quelle qu'elle soit, sa fragilité, c'est le plus faible maillon, comme on le sait tous. Et donc, il faut pouvoir promouvoir des choses complètement collaboratives, simples de connexion, simples d'usage. On est dans le monde aussi de la pharmacie. On travaille beaucoup, entre autres, en Amérique avec un de vos grands clients qui est McKesson, par exemple. McKesson distribue des produits qui viennent, entre autres, de Sanofi et d'autres, dans le domaine des traitements très spécifiques. Il faut pouvoir, en temps réel, pouvoir traiter, produire ce produit pour un client, un patient plus exactement très précis, et pouvoir le délivrer très rapidement à travers des plateformes. Si on n'avait pas cette information, si on n'a pas les informations très en amont, y compris dans le flux de production, on est incapable de tenir les délais qui sont parfois des délais qui sont parfois des délais de survie. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, dans d'autres domaines, comment voulez-vous qu'un petit producteur du chèvre du Larzac, qui fait les plus beaux produits du monde, puisse commercer avec des grandes chaînes de distribution s'il n'est pas dans ce circuit, s'il ne peut pas lui-même être complètement intégré dans ce flux? Et un petit producteur du chèvre du Larzac, par définition, il n'a pas les moyens informatiques ou les moyens de traitement lourds, ni des équipes pour pouvoir repenser sa supply chain. Donc il faut pouvoir aujourd'hui avoir des plateformes qui soient des plateformes de collaboration qui permettent à tous de pouvoir entrer dans un dialogue et un flux d'informations continu pour pouvoir justement tenir l'essentiel de notre métier, qui est tenir la promesse de nos clients à leurs clients. C'est ça la réalité. Et je crois qu'un des plus grands enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est cette facilité de connectivité, cette facilité d'échange. Je pense à nos amis de Darty aussi et de Fnac qui ont la même problématique pour pouvoir gérer les flux avec leurs fournisseurs. Certains sont équipés, d'autres ne le sont pas. La facilité d'usage est une chose qui est essentielle aujourd'hui, à travers la mobilité, bien évidemment, et avec tous les moyens qu'on peut avoir au niveau de la connexion. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles. Je dirais la démocratisation de l'usage de l'outil est quelque chose de fondamental aussi. L'outil ou le process, dans tous les cas. Là aussi, pouvoir rentrer dans une communauté. On est aujourd'hui, la supply chain devient de plus en plus la gestion d'une communauté plutôt que de la gestion simplement d'activités simplement de parcellaires, d'entreposage, de transport ou autre. On est dans un mode complètement collaboratif de communauté.
Alors, il y a un vrai risque, vous l'avez souligné, je crois, pour toute une série de PME qui ont survécu jusqu'à présent, qui ont su suivre leurs clients, et qui auront peut-être du mal, qui n'ont pas, en tout cas pour l'instant, dans certains cas, le réflexe de s'insérer dans ces chaînes d'information. Et donc là, il y a un vrai... Il y a un vrai enjeu, et oui. c'est un enjeu qui est de notre responsabilité à tous acteurs de la supply chain, donneurs d'ordre, et bien sûr acteurs comme nous ou prestataires logistiques, pour que véritablement on puisse donner cette capacité-là. Le produit, c'est la diversité. Le produit, c'est aussi parfois la diversité de l'offre est une chose essentielle. Olivier nous rappelait tout à l'heure par rapport au catalogue qu'on peut avoir chez un distributeur. Donc cette diversité est importante, il faut pouvoir la garantir. Cette diversité vient aussi des petites et moyennes entreprises. Il faut leur permettre, comme aux grandes, d'avoir les moyens de pouvoir s'insérer dans ce flux et de pouvoir le piloter de la même manière. Alors, en même temps, on n'est pas au pays des bisounours. Cette information que vous décrivez un monde idéal, mais le partage de l'information, ça suppose de la confiance, pour reprendre aussi un autre terme qui a été employé. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Vous donnez des partenaires, mais qui peuvent être concurrents sur certains domaines, des informations sur vous. Donc voilà, il y a ce premier point. Et deuxième point, un point encore plus essentiel, on l'avait vu il y a quelques années dans l'hôtellerie, c'est que si les données, il y a le contact avec le client. Et le contact avec le client est clé, et il y a une bataille pour le contrôle pas tant du dernier kilomètre, mais du dernier contact avec le client. Et donc, il faut aussi que oui. ça soit géré en bonne intelligence. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est une évidence. Ça, je peux vous l'assurer. La deuxième chose, c'est donner cette capacité à chacun de travailler de cette manière-là. Et aujourd'hui, on a les capacités technologiques et fonctionnelles pour le faire. Il faut peut-être une motivation beaucoup plus forte pour que l'ensemble des acteurs puissent comprendre l'importance pour eux et de leur survie dans un monde qui se transforme excessivement rapidement, on l'a rappelé tout à l'heure. Quant au dernier point que vous abordez par rapport à l'information et à la sécurité de l'information, elle est aujourd'hui essentielle. Non seulement l'information, mais aussi sa véracité et le passage de l'information d'une étape à l'étape. Alors on sait que pour augmenter les actions en bourse, il est excessivement important aujourd'hui de parler de blockchain et d'intelligence artificielle. Donc je vous en parlerai bien évidemment, étant coté en bourse. Mais blague mise à part, c'est une problématique réelle. Aujourd'hui, la sécurité est essentielle. Aujourd'hui, elle est essentielle aussi bien dans cette problématique de la garder anonyme et disponible et préservé par rapport à l'environnement concurrentiel, même si vous traitez sur une même plateforme de nombreux concurrents, ce qui est notre cas. Et la deuxième chose, c'est que cette information, elle doit avoir une réelle véracité. Et là, on rentre dans des problématiques de blockchain qui sont aujourd'hui des choses qui sont en train d'arriver, qui n'ont pas encore la possibilité et la capacité financière pour pouvoir les traiter à bas coût encore aujourd'hui. Mais on est sur cette voie-là et je pense que dans les années qui viennent, là, en tout cas, le traitement de l'information va permettre de renchérir véritablement la sécurité de l'information et la véracité de l'information, ce qui est essentiel dans tous nos métiers. Oui, la blockchain sera beaucoup plus utile dans les contrats que dans la monnaie, même si elle a commencé par faire parler d'elle dans la monnaie. Olivier, vous avez décrit donc une évolution déjà extraordinairement rapide. Les prochaines étapes, c'est quoi ? Je crois qu'on en a parlé ce matin, on en a parlé un peu au fil de la journée. Il y a vraiment cette idée de service qui est essentielle, le rôle de l'humain qui est essentiel. Nous, côté Darty, on s'enorgueillit d'être une des seules enseignes qui rentrent chez les Français, après La Poste et EDF, donc, pour venir réparer la machine à laver ou la livrer. Donc je crois que vraiment le service, la qualité du service, que ce soit en magasin quand vous devez demander un conseil ou avoir vraiment un échange approfondi, la qualité du service après de l'exécution, ça c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose sur lequel il faut être toujours plus précis et toujours plus différenciant. Et puis aussi, on en a parlé au cours de la journée, la personnalisation, la capacité du client à changer d'avis. Il peut peut-être originellement demander à ce qu'on lui livre son colis chez lui, et puis, je ne sais pas, la petite est malade ou il y a un changement d'emploi du temps et il faudrait pouvoir venir chercher le produit en magasin. Et donc, il faut que le système soit capable de s'adapter et qu'on offre beaucoup plus d'interactivité aux clients. Donc, je crois que c'est ça qui doit être, à mon avis, qui doit guider un peu nos projets dans les mois qui viennent. Et en interne, ça veut dire quoi ?
Est-ce que Ça donc, veut dire client, encore plus. en termes d'organisation pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire investir beaucoup dans l'humain, dans la formation de nos équipes, soit les équipes de livraison, de SAV ou en magasin. Et puis ça veut dire, si on veut offrir plus d'interactivité, avoir un système d'information qui soit capable de gérer cette supply chain absolument pas du tout linéaire, comme disait notre collègue américain tout à l'heure, et donc être capable de gérer une combinatoire très importante. On a beaucoup parlé de exponentielle, tout à fait. On a beaucoup parlé de délinéarisation à la télévision, en disant que les gens ne regardent plus la télé, mais ça devient pareil dans des domaines totalement différents où on trimballe plus seulement de l'information. On voit qu'on a subi des transformations et une demande, une accélération très importante, c'est ce dont on a parlé. Et effectivement, probablement l'étape d'après, c'est la délinéarisation et puis l'interactivité, un échange plus soutenu avec le consommateur, en particulier dans ses options de livraison. Ouais. Sylvain, même question. Ouais, le chantier est énorme, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être très intéressant à voir. C'est, je vais peut-être être un peu provocateur, mais c'est le côté schizophrénique aujourd'hui de nos clients. Je le dis comme ça parce qu'il y a d'un côté, on veut tout très vite, n'importe où, n'importe quand, et de l'autre côté, on veut respecter la planète. Donc les chantiers qui vont derrière, qu'on va pouvoir poser, c'est imaginer peut-être des structures par quartier, par village, pour d'un côté massifier, mutualiser dans une démarche collaborative les livraisons, recréer pourquoi pas du lien social, parce qu'Internet, à travers la livraison à domicile, inhibe un petit peu ça. Et puis enfin, surtout protéger la planète, mutualiser à travers des lieux de livraison identiques pour les clients finaux dans des quartiers, dans des villages, permet aussi de réduire l'empreinte de CO2 et peut être une piste, notamment au milieu urbain, d'optimisation à ce niveau-là. Olivier, c'est une exigence que vous sentez monter chez vos clients ou pas encore? C'est effectivement un critère important. Là, il y a un gros sujet aussi en ce moment sur la réparabilité. Vous en saurez plus dans les jours qui viennent. Donc oui, c'est une préoccupation importante des consommateurs, même si le consommateur a une autre préoccupation qui est aussi le prix, il ne faut pas se le cacher. Et après, de toute façon, là, on a bien vu, et ça a été, je trouve, très, très bien expliqué par les différents intervenants aujourd'hui, que les contraintes sur le dernier kilomètre dans les zones urbaines vont changer aussi de façon exponentielle. Et donc, de toute façon, que ce soit pour sauver la planète ou tout simplement pour livrer nos clients, il faudra qu'on s'adapte. Donc, je dirais que là, les bonnes et les mauvaises raisons vont se rejoindre. Mais c'est quelque part une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va tous être obligés de bouger et d'aller au-delà du greenwashing des rapports annuels. Merci de votre franchise. Laurent, vous avez commencé déjà évidemment à parler de l'avenir en ce qui concerne Sanofi. Plus largement, qu'est-ce que vous voyez comme grande tendance par rapport à l'évolution de la promesse client? On est quand même, nous, la génération qui a connu pas les toutes premières, mais quand même les premières générations de supply chain. Et donc, on a vécu d'abord des supply chains où on nous a demandé d'optimiser pas mal les choses, de prendre de l'ownership sur le service, d'optimiser l'inventaire, de baisser les coûts, etc. Et puis, pour certains d'entre nous qui ont eu la chance de travailler pour des CEO visionnaires, on nous a laissé développer les premières supply chains qui avaient une vraie influence sur la top line. Donc on a commencé à aller chercher des ventes additionnelles par de la disponibilité produit, parce qu'on est allé chercher, ça m'a fait plaisir de l'entendre à nouveau ce matin, on est allé chercher des éléments de market research, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que le nombre extrêmement élevé de transactions auxquelles on a accès nous donne une mine d'informations que souvent, nous, en supply chain, on s'interdisait d'aller exploiter. Et on a vu les premières supply chain aller développer ce talent de market research. Voilà. Maintenant, je pense que la prochaine étape qu'on a devant nous, c'est que nos supply chains vont aller ouvrir des nouveaux marchés. C'est-à-dire qu'on ne va plus être uniquement ni des optimisateurs, ni des gens qui allons générer des ventes additionnelles sur des business existants, mais on va être de plus en plus en mesure d'aller voir nos camarades du business pour dire « je peux ouvrir ce type de route,
je peux ouvrir ce type de marché auquel on n'a pas accès aujourd'hui. Très intéressant. Sylvain, vous partagez cette vision ? Aujourd'hui, clairement, que ce soit à travers un processus de prévision, comme ça a été mentionné ce matin, ou justement dans cette approche omnicanal, on doit être le vecteur, en tout cas pour le commerce, de nouvelles solutions, de répondre à cette parcellisation pour aller soit à travers du référencement, soit à travers évidemment plus de disponibilité et des délais qui conviennent aux clients, apporter et créer de la valeur nous-mêmes. Ouais. Évidemment, c'est un véritable changement. Jean-Charles ? Il y a un facteur très important aussi qui vient en compte, c'est qu'il va falloir aussi avoir, comme Olivier le disait, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'agilité dans cette supply chain. Qui dit flexibilité dit agilité, dit aussi problématique du coût lié à la supply chain et à l'ensemble qui la compose, qui sont 3 coûts fixes majeurs, qui sont le personnel qu'on peut considérer comme un coût fixe, les real estate, donc l'immobilier, donc les entrepôts, les magasins et toutes les zones qui doivent nous permettre de faire être préparés. Et puis le troisième chose, qui est le système d'information, qui est un élément aussi qui est parfois à un coût fixe. La problématique, ça va être de variabiliser l'ensemble de ces éléments-là. De la même manière, je pense que le modèle d'usage est un modèle qui est essentiel dans la supply chain pour pouvoir justement répondre beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de flexibilité et de rapidité de mouvement, de concentration, de création éphémère de structures. Et en particulier avec l'arrivée d'une urbanisation de notre société telle qu'aujourd'hui, il nous est absolument nécessaire de pouvoir repenser complètement les flux différemment. Nos villes que nous voulons être des grands jardins vont quand même accueillir 80% de la population mondiale. Et ces villes, il va falloir quand même livrer des produits de subsistance, des médicaments, des produits de consommation. Il faut aussi là repenser la totalité de ces flux, de la concentration du delivery au niveau de l'urbain. Donc on est en face de quelque chose qui est un énorme changement. Et cet énorme changement, on ne peut le comprendre sans appréhender la globalité de cette complexité qui nous est mise en place et qui est vraiment exponentielle à ce jour. Et aujourd'hui, l'élément tangible que nous avons pour le faire, ce sont les données. Et je pense que la donnée est aujourd'hui la capacité de comprendre réellement, de manière dynamique, les routes, les moyens, la compréhension à l'instantané de ce que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir répondre à cette promesse. Et la donnée aujourd'hui, elle est, je dirais, quasiment plus importante que le traitement, parce qu'elle est la véritable vision de ce que nous allons pouvoir mettre en enjeu dans un système de logistique qui est une logistique, ou en tout cas une supply chain qui est complètement en réseau aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples de problèmes que vos clients ont pu résoudre grâce à de la donnée alors qu'on n'aurait pas pensé a priori que ça passait par là? Eh bien, écoutez, on est en train de retravailler avec quelques grands acteurs dans le domaine de la distribution, principalement alimentaire actuellement dans différents pays. La distribution alimentaire, c'est tout se poser comme tout le monde de devenir l'Amazon de la distribution alimentaire. Le jour où ils seront Amazon sera autre chose et eux, ils ne seront toujours pas Amazon. Donc la problématique, c'est de repenser un peu les chaînes d'approvisionnement et la supply chain de tous ces grands acteurs de la distribution dans une vision qui est une vision quelles sont les lignes de force proprement dit à remettre en place. Donc à réinventer complètement le modèle économique de cette distribution, de cette approche client, de l'omnicanalité. Alors ce sont des mots, tout ça, mais à un moment donné, il faut les mettre en œuvre. Il faut les mettre en œuvre et le seul moyen de les mettre en œuvre aujourd'hui, c'est d'avoir la donnée pour pouvoir, de manière instantanée et de manière en temps réel, pouvoir approprier les flux, les routes, les points de dépose, les points d'approvisionnement pour pouvoir répondre à ceci. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, la distribution n'est plus uniquement un métier d'assortiment, c'est un métier de technologie, et c'est avant tout un métier de technologie. Le magasin est un élément essentiel qui reste tel, mais sans la donnée et sans la technologie aujourd'hui, on n'apporte plus la réponse et surtout la relation avec le client. Olivier, il y a eu beaucoup d'excitation ces dernières années autour de l'organisation omnicanal. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester ou bien est-ce que ça finira par devenir tellement naturel que c'est un concept qui va disparaître? Est-ce que tous les grands distributeurs ne vont pas
être naturellement omnicanaux, si je puis dire? Ça, c'est une vaste question. Non, mais je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il faut répondre aux attentes des clients et que ce qu'on disait, c'est que maintenant, il y a des attentes servicielles dans la tête de tout le monde qui sont... il y a des choses qui étaient impensables il y a quelques années, maintenant qui sont considérées comme des acquis ou des évidences. Et donc, chacun des distributeurs, avec des différences en fonction des catégories de produits, parce que il y a quand même toujours aussi des contraintes physiques. Quand on vend des parpaings, on n'a pas besoin de la livraison dans l'heure. En scooter à Paris, c'est pas possible. Non, parce que mais ce qui est sûr, c'est que chacun des distributeurs, effectivement, doit se repenser autour de ces parcours omnicanaux. Et après, à la limite, l'organisation, c'est un détail. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la capacité à les faire évoluer rapidement, efficacement. Sylvain, Jean-Charles parlait de réinvention. Est-ce que vous pensez que ça va aller jusque-là? Transformation sur réinvention, ouais. Peut-être, oui, évidemment. Il y a quelque chose qui est en cours en attendant. Moi, après, on parle beaucoup de Figital aujourd'hui. Je crois qu'on aura toujours besoin de toucher à un produit. Donc, pour revenir sur la partie de la distribution notamment, pour moi, on aura toujours besoin de distributeurs parce qu'il y aura toujours le besoin d'aller toucher le produit en magasin, le voir dans un contexte. Et puis, je crois au lien social, moi, et le besoin pour l'humain en général. Donc, pour moi, dans cette question, en tout cas, il y aura transformation avec, comme on l'a mentionné au début, le B2C qui va déteindre sur le B2B. Mais toujours avec, en tout cas, pour moi, à mon niveau, un besoin du distributeur. Dernière question, je vais vous la poser à tous les quatre. Qu'est-ce que, dans la promesse du client, dans l'exigence du client, dans votre façon d'y répondre, qu'est-ce qui va nous étonner le plus dans les années à venir? Oui. Qu'est-ce qui va nous surprendre? Qu'est-ce que vous avez dans vos cartons, dans vos cerveaux, que vous sentez venir et qui va nous étonner? Laurent. J'ai eu le plaisir d'entendre ce matin quelque chose autour de la normalisation à la hausse de la charte de service. Quelqu'un nous disait, est-ce que vraiment ça a une utilité de servir en 2 heures, etc. Je pense que la surprise, elle viendra de là, c'est que je vois aujourd'hui de la demande client, par exemple, pour aller replanifier un stock intermédiaire dans la journée, alors que dans ce stock intermédiaire, il y a en moyenne 3 semaines de stock. Donc typiquement, on voit des demandes de clients qui commencent à être déconnectées d'une certaine réalité. Donc je pense que ce qui va nous étonner, c'est qu'on va retrouver une sorte d'équilibre qui sera basé sur ok, c'est quoi la vraie valeur que ça a? Parce qu'on l'a dit ce matin, on le redit, le surservice, il a à la fin un coût pour ou bien le patient ou bien le consommateur, suivant l'industrie dans laquelle on se trouve. Donc de mon point de vue, on va retrouver un certain équilibre dans cette question du service et ça ne sera pas toujours le toujours plus. Mais ça veut dire aussi une immense individualité. C'est-à-dire Denis Jacquet, en fin de matinée, parlait de la livraison à 2 heures qui est totalement inutile. On peut dire que c'est peut-être le cas dans 90% des cas. Mais dans les 10% des cas, elle est au contraire extraordinairement utile. Donc ça suppose d'individualité, d'être capable d'individualiser encore beaucoup plus que ce n'est le cas aujourd'hui, et pas seulement par le prix. Et donc une autre relation au consommateur. Sylvain, qu'est-ce qui va nous étonner ? Ce qui va nous étonner, moi je m'intéresse surtout à la partie aussi environnementale et l'impact que ça va avoir. Donc j'attends de voir et je crois en la collaboration, au partage des informations à travers l'outil système d'information. Moi je crois plutôt à la vraie ouverture et à la collaboration des acteurs de la supply chain et des industriels pour distribuer les produits. Donc c'est ce que j'attends vraiment de voir parce qu'il y a toujours une question, c'est la supply chain est un élément clé, j'entends depuis de nombreuses années, depuis que je suis sorti de l'école principalement. Et par contre, j'ai jamais senti ce vrai déclic du partage et la collaboration à travers la mutualisation des outils
et surtout ce vrai partage des données qui se voit peut-être plus dans l'agroalimentaire aujourd'hui à travers ce qu'on appelle les gestions des partagés des approvisionnements et tout ça, mais que je vois moins au niveau de l'industrie. Jean-Charles? Je pense très clairement que la technologie va continuer à avancer et avancer rapidement. Je pense qu'on a les limites sont au fur et à mesure qu'on avance sont repoussées. Le vrai sujet qu'on va avoir, c'est comment on va les intégrer véritablement dans une société qui est profondément en train d'être structurellement différente en termes de modification de comportement, d'usage. On parle beaucoup de responsabilité autour de notre planète, de responsabilité du consommateur. Je pense que les choses vont venir aussi se réguler par rapport à des contraintes qui sont des contraintes financières, des contraintes environnementales, des contraintes sociétaires. Je pense qu'on est aujourd'hui, on a aujourd'hui toute la capacité technologique de répondre à beaucoup de choses. Ensuite, on est un peu, de temps en temps, on se fait plaisir avec des drones et autres. Ça, mais la réalité, c'est qu'il va falloir délivrer, comme le disait encore Olivier, du pondéreux, des pièces. Et puis, il y a une chose qui arrive massivement, c'est la relocalisation de production à l'unité, qui est ce qu'on appelle les technologies 3D ou en production 3D. Ça, c'est un élément qui est majeur aujourd'hui. Le produit est de plus en plus digitalisé. Le produit est digital. L'information est quelque chose d'essentiel. Donc la matérialisation de la supply chain va devenir demain, si on fait un peu de prospective, la matérialisation de l'information à l'instant T à proximité du client. Alors vous allez me dire, ça va être compliqué de produire un hamburger demain matin sur une imprimante 3D. Peut-être. Mais peut-être pas. Bon, et n'empêche qu'aujourd'hui, l'information est quelque chose qui est l'élément sur lequel il faut investir, car ça va être l'élément le plus tangible réellement de la création du produit. Et c'est comme ça qu'ils font penser les choses, dans la grande fluidité et non plus dans le stockage, dans la vision proprement dit de l'instantanéité du produit à travers l'information et non plus l'inverse. Olivier, enfin. Non, mais je crois qu'on a beaucoup parlé de la technologie. Évidemment, ça va continuer de nous surprendre et ça va énormément progresser. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à la mettre au service de nos équipes. On a parlé beaucoup d'hommes et de femmes dans la supply chain, dans les entrepôts, dans les magasins, nos livreurs, nos installateurs, etc. Et moi, j'espère qu'on va être capable vraiment de leur donner des outils qui les permettent de surprendre nos clients. Voilà. Bien. Eh bien, messieurs, cette session est maintenant finie et je vous demande de remercier nos intervenants.